Les meubles arrivèrent sans trop de difficultés, sur l'unique camion du village. Ils parurent bizarrement compliqués, inutiles et encombrants. Camoma vit d'abord une espèce de charpente en fer, tout argentée avec un grillage et des ressorts étincelants. Elle sut que c'était un sommier, puis un gros ballot qui contenait un matelas. Venaient à part, enfin, 2 tabourets vernissés, une chaise et une table dont un pan battait sur le dos du porteur. Le sommier occupa à lui seul le tiers de la place disponible, mais rassura la vieille quand il se mit à recevoir le gros matelas et toutes les couvertures. Lorsqu'on eut installé la table et les sièges autour, il restait tout juste assez d'espace pour pouvoir se tourner. Le canot menaçait l'un des pieds de la table, le moulin à bras était dissimulé sous la chaise, tandis que la chèvre se coiffait ingénument du plus beau tabouret. Ma mère donna à entendre qu'il réservait à sa mère l'usage de ce tabouret. Camoma n'était pas très enthousiaste. Toutefois, elle l'essaya sans méfiance. Son fils l'y invitait du geste comme s'il était pressé de lui apprendre les bonnes manières, et elle, de son côté, voulait montrer qu'elle savait tout de même se tenir. Lorsqu'elle se fut juchée sur son tabouret, toute anguleuse, les pieds à plat, rivés au sol, les mains sous ses longues cuisses décharnées, et s'agrippant pour bien tenir, elle donna l'impression de se trouver au bord d'un précipice, et évoqua quelques ridicules statues de dieux, nègres, taillées dans du vieux bois. La démonstration parut suffisante. Camoma fut persuadé qu'on pouvait s'asseoir sur un tabouret et qu'il était relativement facile de s'y habituer, à condition que l'on fût jeune. Pour ce qui la concernait, elle avoua en toute sincérité qu'elle ne se sentait pas bien assise, qu'elle se sentait bien assise que par terre, la carcasse bien appuyée au mur, à côté du foyer. Là était sa place. Dire que je l'ai apporté spécialement pour toi, ma mère? Je m'en passerai, mon fils. Il servira aux invités, plus tard à tes enfants. Des enfants, je te le répète, que je n'en espère pas. Voilà 3 ans que je suis mariée. Comment mariée, mon fils? Oui, si tu veux. Nous sommes ensemble depuis 3 ans. C'est la même chose. Ah, tu as signé un papier? Ne la regarde pas ainsi. Elle se doute déjà que nous parlons d'elle. Moi? Mais j'aime bien ta femme. Oui, 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 beaucoup. De quoi emplir la maison. Et tiens, je l'embrasse. La dame lui rendit le baiser et exigea la traduction du dialogue. Oh, tu sais, ma mère me demande simplement où j'ai payé cher, si j'ai payé cher, le jour où nous avons signé notre mariage. C'est bien ça, j'ai entendu signer. Et alors? Alors, je lui ai dit que je t'ai eu pour rien. Elle est bien contente. Elle assure qu'elle t'aime bien. La brave vieille. C'est vrai aussi que vous achetez les femmes, vous. Plus tard, tu comprendras mieux toutes ces choses. La vie devint assez cocasse, pleine de petits embarras, d'incidents comiques, de malentendus entre les 2 femmes, tandis que l'homme évoluait à son aise, tirait les ficelles comme un gamin qui s'amuse avec des marionnettes, riant de leurs mimiques désespérées, de leur confusion et traduisant exactement ce qu'il voulait. Il avait bien raison de rire, car au fond de lui-même, il songeait que sa tranquillité dépendait de cette incompréhension. Aux yeux de Kamuma, madame ne pouvait être la femme de son fils.
Celle qui lui convenait se trouvait à Urilnezman, pas ailleurs. L'une de ces jeunes qu'elle connaît bien. Il y en a de gentils et de jolis, que les parents ne lui refuseraient pas. Des partis intéressants, pour tout dire. Et quoique vieille, elle saurait encore jouer son rôle. Maîtresse de maison ayant une bru, des alliés. Ses alliés viendraient la flatter, la cajoler. Elle, Kamuma. C'est là un rôle dont elle a toujours rêvé. Elle en rêve présentement. Que Tharumith s'en aille ailleurs. D'un autre côté, tout le monde sait que les dames sont collantes. Il n'est pas facile de s'en défaire. Ah, cette signature, c'est la bête noire des femmes kabyles. Celui qui a signé est irrémédiablement perdu. Et Amar, chaque fois, trouve le moyen de ne pas répondre à la question précise. A-t-il signé, oui ou non? Ce n'est pas tout. Un danger bien connu, c'est que la dame, à bout d'arguments, finit toujours par tirer sur son mari. Si elle tue Amar, où sera le bénéfice de Kamuma? Autant la tuer elle-même. Ce qui d'ailleurs peut lui arriver si la dame est bien en colère. Une extermination radicale. Après quoi la criminelle s'en retournera tranquille en France, pendant que les 2 cadavres seront jetés impitoyablement aux chiens par ordre du hakem. Elle n'est pas si bête. Elle voit tout cela, Kamuma. Elle sait qu'elle n'a pas parlé en maître. Il ne lui échappe pas que son fils est doux avec madame. Toujours des oui à la bouche. Pèse la main que tu ne peux mordre. La maxime est sage. Il faut dire aussi que ces façons de voir sont partagées par toutes les voisines aux yeux desquelles Amar est tout simplement une victime. Elles sont sûres, les voisines, qu'il s'est donné un maître, pour une raison ou pour une autre, et qu'il n'y ait plus à y revenir. Autant conquérir les bonnes grâces de la dame et que Kamuma s'arrange avec elle. C'est ainsi que Tharumith est adopté sans hésitation par les femmes du quartier qui pensent que le jeune homme est bien perdu pour les filles d'Irilnezman. C'est vrai que nos femmes n'aiment pas trop les étrangères. Il y en a quelques-unes, des villages voisins, venues usurper des foyers qu'elles n'ont pas pu trouver chez elles. L'épreuve d'adoption, il faut toujours la subir. L'étrangère doit accepter les critiques concernant sa façon de s'habiller, sa tenue ou son langage, faire la sourde oreille aux moqueries, acheter l'amitié de certaines par un cadeau quelconque, flatter les autres, se montrer humble et réservée. Elle est intégrée peu à peu dans un clan, mais elle y entre en somme par la petite porte. Grâce à celle qui commettra une maladresse ou une faute, elle se ridiculisera pour longtemps. Ni son mari, ni sa belle-mère ou ses belles-sœurs, qui sont souvent les premières à la critiquer, ne la défendront. Madame n'est pas une étrangère au sens habituel du mot. Elle est d'un autre monde, totalement différent. Voilà d'abord un prénom facile qui lui scie. Elle n'en aura jamais d'autre. Désormais, elle sera Madame Nate Larby, comme sa voisine est Hammama, Neth ou Amar, ou Fadma ou Dahbiya. Ensuite, Madame les écrase toutes de sa beauté. Non peut-être par la régularité des traits ou l'harmonie des proportions, mais par la pureté du teint, les couleurs florissantes du visage, la délicatesse des mains, la qualité de l'étoffe et la façon de la robe.
Au lieu d'en être trop jalouse, elles prennent le parti de l'admirer. Elle n'est pas de leur race. Elle ne parle pas leur langue. Avec cette femme, elles n'ont de commun que le sexe. Elles admettent l'inutilité de la comparaison. Bon, qu'elle se croie supérieure, c'est son affaire. Nous n'irons pas lui dire ce que nous en pensons. Ce qui pourrait la diminuer, ce serait de la voir parler aux hommes, sortir, se dévergonder, provoquer les Kabyles, manquer de pudeur, comme elles font toutes en France. C'est là qu'on l'attend. Hammer et Kamuma veilleront. Pas si bêtes. Il y aura la situation matérielle. On sait à l'avance ce que c'est qu'une Française. Elle a un train de vie tout spécial, qui la classe à part, autant que son visage et son costume. Tout le monde d'ailleurs a vu passer le lit, la table, une grosse malle. C'est un devoir d'aller se rendre compte, de visiter l'installation de madame, de mesurer son importance, d'essayer de la connaître, ou de s'en faire connaître. Kamuma était contente de recevoir tant de femmes. Elle interprétait à sa façon ce que disait madame. Il fallait bien que quelqu'un traduisît. « Demande-lui des nouvelles de mon frère, » dit malicieusement à Imma Kamuma, une jeune qui pensait à son mari. « Tu sais, c'est grand là-bas. »« Ce n'est pas sûr, hein. Madame, tu vois ce que demande cette malheureuse ? Ce n'est pas son frère, c'est son mari, le grand Ahmed. Tu connais Ahmed ? Tu l'as vu ? Oui ? Bon, tiens, elle te dit qu'elle l'a vu. Il va bien. Es-tu contente ? Je suis contente. Mais elle n'a rien dit de tout cela. Elle a dit oui, c'est tout. Écoute-moi ça, madame. Tu as menti, peut-être ? Parle à cet entêté. Ce coup-ci, madame répondit par une longue phrase que la vieille écouta, les sourcils froncés. Puis, Kamuma, sans hésiter, donna des nouvelles précises du mari. L'autre dut remercier. Elle n'était pas très convaincue. La plupart des visiteuses venaient avec leurs petits cadeaux. On reçut dans la semaine plus d'une centaine d'œufs. Madame ne savait qu'en faire, ni où les mettre. C'est vrai que le logis est petit. Il a fallu remiser la malle dans la soupente, déjà pleine de jarres. L'étagère qui court le long du mur, terne, noircie, poussiéreuse, reçoit une douzaine d'assiettes. Un faitout, un réchaud et toute la vaisselle de l'ancien ménage parisien. C'est elle maintenant qui attire irrésistiblement les regards admiratifs, tout comme le couvre-lit bleu à ramages blancs de soie brillante.